TV basée en Guinée pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue. Tout de suite, les titres de cette édition. 4 anciens premiers ministres chez le chef du gouvernement, Mohamed Saïd Fofana. C'était hier mercredi. La rencontre était axée sur la relance du dialogue politique. Les Échos, c'est tout de suite. Et puis une mobilisation dite citoyenne pour réclamer le scrutin législatif en Guinée. Elle a été organisée par le bloc de l'opposition constructive BOC à Dabondi. Enfin, le conflit domanial a refait surface. La famille Tili Diallo sommet de quitter sa concession. Le domaine aurait été vendu par l'aîné de la famille. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Une nouvelle tentative de relance du dialogue politique en Guinée. Le Premier ministre chef du gouvernement a reçu mercredi les 4 anciens premiers ministres, aujourd'hui animateurs de la vie politique du côté de l'opposition. Les échanges ont porté sur l'ouverture rapide des travaux du cadre de concertation en vue de la tenue des élections législatives. Ibrahim Soriari Yansane. Des anciens premiers ministres et autres devenus leaders de partis politiques ont été reçus mercredi par le premier ministre chef du gouvernement. Elhadji Cellou Dalein Diallo, Sidya Touré, Lassana Kouyaté, Jean-Marie Doré et Aboubacar Silla, ancien ministre de la Communication, étaient venus discuter avec Mohamed Saïd Fofana et d'autres membres du gouvernement de la situation politique, notamment la poursuite du dialogue. Il a plu au premier ministre Fofana de nous inviter à propos de tout ce qui s'est dit dans le pays, à propos du dialogue qui n'avance pas, comment faire pour qu'entre Guinéens, on puisse aller de l'avant en préservant la paix civile. Je pense qu'il sera probablement possible que le dialogue tant attendu par le peuple de Guinée et qui suscite beaucoup d'espoir puisse se terminer de façon fructueuse, de manière à lever les obstacles à l'organisation d'élections législatives qui vont permettre à notre pays de sortir de sa précarité institutionnelle. La recherche de solutions de sortie de crise est visiblement de nos jours la préoccupation de l'opposition et du pouvoir. Les deux partis ont en effet abordé plusieurs questions liées à l'organisation des législatives en Guinée. Des questions ont été évoquées, bien sûr. C'est les questions, n'est-ce pas, de la continuation du recensement à l'intérieur en dépit du communiqué qui a été lancé. Dans certains endroits, ça a été arrêté, mais dans d'autres, ça continue. Je crois que c'est une question de communication et aussi de suivi. Il faut suivre pour que tout cela s'arrête. Bien entendu, ils sont restés fermes sur le point d'attendre la facilitation internationale. Le Premier ministre a insisté sur le signal fort, l'utilité et surtout l'indispensable nécessité que les Guinéens commencent à se parler ensemble sans forcément qu'un étranger supervise ce que nous avons à nous dire en nous-mêmes pour régler nos propres problèmes. Ce message a été partagé de part et d'autre au sort des détenus pour lesquels je pense que nous nous sommes fait comprendre il faut laisser la justice faire son travail. Pour l'heure, des rencontres se multiplient, mais il reste à savoir si elles vont permettre aux partis de s'accorder sur l'essentiel en vue de la tenue rapide des législatives. Toujours dans l'actualité politique, le bloc de l'opposition constructive BOC a procédé à une mobilisation citoyenne hier à Dabondi. Cette rencontre a regroupé les jeunes, les femmes et les sages de ce quartier. L'objectif était de réclamer l'organisation rapide des élections législatives libres et transparentes en Guinée, comme rendu Nagbe Kourouma. C'est avec ce slogan que le bloc de l'opposition constructive BOC, en abrégé, a procédé ce mercredi à la mobilisation des citoyens de Dabondi dans la commune de Matoto. Elle s'inscrit dans le cadre de l'organisation rapide des élections libres et transparentes. Nous voulons en finir avec la transition pour l'instauration d'une Assemblée nationale républicaine reflétant le choix du peuple et s'inscrire dans le domaine du développement. Jama Baratoro, au Madi Moualfe, Ndeti Tondiri, élection na Bafera. Ka élection Mouraba, c'est mon Marabadi. Le président, dans son allocution, a saisi l'occasion pour s'adresser au professeur Alpha Condé. C'est aujourd'hui l'occasion de dire que le professeur Alpha Condé doit appliquer les textes de loi. L'opposition n'a jamais fait un État. L'opposition cherche ses propres intérêts. Nous sommes en politique, c'est parce que nous avons des intérêts liés.
Les sages présents à la cérémonie ont félicité cette initiative et demandent aux responsables de ce bloc politique de l'aide pour la construction d'une mosquée et la rénovation de leur cimetière. Ils invitent également tous les acteurs politiques au dialogue afin de trouver solution à la crise guinéenne qui n'a que trop duré. Sur le même plan, le Collège des jeunes leaders de Guinée se dit déterminé à accompagner le chef de l'État dans le développement du pays. La structure l'a fait savoir ce jeudi au cours d'une conférence de presse. Les jeunes leaders de Guinée insistent sur l'ouverture du dialogue politique. Et la Jomar Barry. Cette conférence de presse a essentiellement porté sur l'évolution de la situation sociopolitique de la Guinée. Le Collège des jeunes leaders de Guinée a d'entrée rappelé la volonté du chef de l'État, celle de rassembler les Guinéens de tous bords. Ces jeunes soutiennent aussi le président de la République dans la préservation d'un climat sociopolitique, condition incontestable pour le développement de la Guinée. Le Collège des jeunes leaders de Guinée rend un hommage mérité au chef de l'État qui, par son esprit de rassembleur, dont il a toujours fait montre tout au long de son parcours à nos jours, de par les concessions multiples qui jonchent sa contribution à la préservation d'un climat de dialogue sociopolitique apaisé, condition incontestable au développement. Nous apprécions à sa juste valeur les actes posés par nos dirigeants, les actes posés par le gouvernement en place, ou même par le gouvernement. Au centre de la rencontre, le porte-parole de ce collège des jeunes leaders de Guinée, qui a ouvertement demandé récemment la destitution du Premier ministre, a apporté des précisions sur ses propos. On a été clair et très précis. Nous avons dit si, toutefois, la mission sacrée que le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, que nul n'ignore, si toutefois, monsieur le Premier ministre ne mettait pas à l'heure pour que nous trouvions une suite favorable, il ne pourra certainement dire que j'ai été incapable devant une situation. Et les conséquences, il devrait le tirer. Par ailleurs, Domani Doré, chargé des questions filles et femmes, s'est prononcé sur la marche blanche organisée par la coalition des femmes-filles, marche qu'elle qualifie de démagogique. Nous avons estimé que cette marche était vraiment un paravent démagogique de la part de Dr Makale Traoré principalement. Nous estimons que l'heure n'est plus à la transhumance politique et qu'à force de chercher à s'asseoir sur deux chaises, on finit par tomber. Il y a trois pôles. Nous avons l'opposition, nous avons la majorité présidentielle et la société civile. Tout le monde veut faire de la politique, personne ne veut faire du développement. Et donc nous rappelons vraiment Dr Makale à rester sur sa ligne, en tout cas que nous estimons jusqu'à aujourd'hui être celle de la majorité présidentielle. Cette structure, composée de 58 associations de jeunes et de femmes, souhaite un dénouement favorable au dialogue politique. Je vous le disais en titre, une concession familiale qui aurait été vendue par le fils aîné divise la famille Teli Diallo à Madina Centre, secteur 2. Après plusieurs tentatives échouées pour récupérer son domaine, le nouveau propriétaire passe à l'offensive. Il a ordonné aux gendarmes de déloger les membres de la famille Teli Diallo. La scène s'est déroulée très tôt ce jeudi. Fata Conté. Selon les voisins, c'est aux environs de 6 heures ce jeudi qu'ils ont été réveillés par des gendarmes et policiers, accompagnés d'un huissier de justice qui ont défoncé les portes et enlevé les tôles. Le commanditaire de cet acte serait la personne qui se réclame désormais propriétaire des lieux. Selon nos informations, c'est le fils aîné de la famille Teli Diallo, communément appelé Sorfouri, qui aurait vendu la concession familiale à un particulier sans l'aval des autres membres, alors que la concession était divisée entre lui et son jeune frère Samba Diallo décédé. La famille de ce dernier se trouve aujourd'hui dans la rue. À 6 heures du matin, nous avons le stade. Nous avons gendarme parlant. Nous avons guru, nous avons viera de cana. Nous avons sarouma. Nous avons viera na ara waletandi. Viera na fana a na permis bare. Commandant na fana watu wado pick up ki wa gardimeni. Nous avons na ara finati, nous avons marteau binbele so anu lubari. On ne nous a pas averti qu'il y aura un problème comme ça. S'il y avait averti nous, les locataires qui sont là, c'est qu'on a quitté ici. Ils venaient nous trouver entre 5h et 6h. Ils venaient nous saccager ici, enlever les toits. Moi, mon argent est perdu. 2 340 000.
Ce conflit qui oppose les membres de la famille Diallo ne date pas d'aujourd'hui et dure depuis 5 ans. L'affaire serait même dans les mains de la justice qui n'a pas encore trouvé une solution définitive à ce problème. asa kiliyan se anara siga ba se mu mutangira miskina na mugura kono mu mura yarabi anara siga sa ko bar su gunayira aba ban tarak ma be ko ay man ku na loge afun tarak ma ban. En attendant, la famille du frère cadet Samba Diallo, qui dort à la Belle Étoile, s'est rendue au gouvernorat afin que justice soit rendue. Un reportage signé Fanta Conte, une mère endeuillée pleure la mort de son enfant. Un décès survenu dans un accident de circulation à Amdallah et pharmacie. Un an après le drame, Adja Jouhairatou Daf se dit concernée par la façon dont son enfant a perdu la vie. Marichela Fofana l'a rencontré pour nous. Suivez son reportage. Bientôt, un an jour pour jour que Adja Jouhairatou Daf a perdu son fils. Un décès survenu dans un accident de la circulation qui s'est produit à Amdallah pharmacie. La victime, Ibrahima Traoré, était à moto lorsqu'il s'est fait renverser par une voiture. Un camion qui venait derrière lui a roulé dessus. La mère de la victime se souvient encore comme si c'était hier. Mon fils est venu un 18h comme ça. Il a pris la moto devant nous. J'étais assis avec son papa. On l'observait quand il sortait, il est venu presque en courant pressé. Son papa a dit, Ibrahim, où tu vas? J'arrive. Arrivé au portail, son papa a dit, ferme la porte. Moi j'ai répondu, il va fermer. C'est comme ça que mon fils est sorti, nous laissait moi et son papa assis sur la terrasse. À 19h45, on nous appelle que mon fils a fait l'accident de circulation à Hamdallah pharmacie. Il a été envoyé à l'urgence à Donka. Âgé de 32 ans, Ibrahima Traoré était ingénieur en bâtiment en service à Sibiri. Après un an, Adja Jouhairatou Daf n'en revient toujours pas de la mort de son enfant, mais elle dit s'en remettre à Dieu. Mon moral est très bas, mais grâce aux bonnes gens, grâce à la population vraiment qui cherche vraiment à m'assister moralement. Chaque fois on me donne des exemples frappants, de croire en Dieu. Que tout ce que je vois qui se passe, c'est l'effet de Dieu. Ça, c'est l'effet de Dieu. Adja Jouhairatou Daf appelle tous les jeunes à faire attention sur la moto. Pour elle, cet engin n'est pas sans danger, surtout lorsque le motard est sans casque. Justice dans cette édition, la comparution du commissaire Aboubakar Fabou Kamara, directeur du service des renseignements généraux en qualité de témoin, s'est poursuivi ce jeudi à la cour d'appel de Conakry. Les enregistrements sonores ont été écoutés, enregistrements qui seraient la voix de Almami Agibou, un des accusés, un témoignage qui se convainc guère les avocats de la défense. Reportage Ousenatou Diallo. Comme hier, les échos sonores mis à la disposition de la Cour par le directeur du service des renseignements généraux Fabou Kamara ont été réécoutés. Un enregistrement audio consacré à la première audition d'Almami Agibou au camp Samori. Présent, l'accusé Agibou nie et rejette l'authenticité de la voix en ces termes. J'ai eu à faire un enregistrement en complicité avec la commission d'enquête au camp, la nuit du 13 au 14 à partir de 4 heures. Je ne peux pas vous dire que cette voix m'appartient, monsieur le président. Je ne peux pas. Sans passer à l'authentification et pas après vocal. Des propos que la défense soutient avec conviction. Ce n'est pas sa voix. Parce que pour que cette voix-là soit celle d'Almami Agibou, il faut qu'elle soit authentifiée, qu'elle soit certifiée conforme. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la loyauté dans le rassemblement des preuves. Il faut procéder par des méthodes légales reconnues par la loi pour obtenir la preuve des infractions poursuivies. Mais dans le cas d'espèce, le camp militaire, ce n'est pas un lieu d'enquête. Quant à la partie civile, elle estime que l'heure de la vérité commence à sonner car pour les avocats de l'État, rien ne peut remettre en cause l'authenticité des enregistrements. Ce qui nous a surtout réconforté, c'est lorsque il a affirmé devant la Cour qu'il disposait des éléments extrinsèques en termes de comparaison pour pouvoir vérifier l'authenticité et la sincérité de ses propos.
Et je crois que ça nous a permis aujourd'hui de découvrir beaucoup de lumière, beaucoup de vérité dans cette affaire, puisque jusque-là, certains accusés de façon fantaisiste ou de mauvaise foi s'étaient retranchés derrière de simples dénégations systématiques des faits. Le témoignage du commissaire Aboubakar Fabou Kamara, directeur du service des renseignements généraux, se poursuit ce vendredi à la cour d'appel du Conakry. Dans l'actualité, le rôle de la jeunesse dans le processus électoral en Guinée, une question qui saute aux lèvres de l'ONG Bougeons Ensemble. Le constat n'est pas nouveau puisque dans la spirale des élections, les jeunes se livrent à des comportements peu orthodoxes, ignorant ou refusant le rôle qui leur revient. D'où le constat de cette ONG qui milite pour plus d'information et de sensibilisation auprès de la couche juvénile. Mohamed Malik Diallo. Les élections en Guinée donnent très souvent l'occasion à la jeunesse de tenir des comportements violents ou peu orthodoxes, des violences qui entraînent quelquefois la destruction d'édifices publics et privés et qui affectent sérieusement le quotidien des paisibles populations. Motivés par les propos au fond alloués par des partis politiques, ces jeunes n'ont pas idée du rôle qu'elle est leur dans le processus électoral. Nous sommes partis très concrètement du constat du fait que la jeunesse soit toujours manipulée dans ce pays et que cette jeunesse, après que les ambitions politiques assouvies par des leaders politiques, n'ont aucune considération pour cette jeunesse. Mais à chaque fois qu'il s'agit vraiment de faire quoi que ce soit sur le plan politique, on utilise la jeunesse. Cependant, que devrait être le comportement de la couche juvénile face aux enjeux électoraux? La jeunesse doit avoir des comportements responsables. Des comportements responsables dans la communication politique, dans les structures de base. Même, il faut vraiment utiliser le comportement civique. La jeunesse guinéenne absente des instances de décision apportant le droit inéluctable d'y participer. Les élections législatives prochaines sont d'ailleurs un moyen pour la jeunesse guinéenne de rectifier le tir. Dans l'actualité africaine, le chantier de la réconciliation en Côte d'Ivoire, 2 ans après la chute de l'ancien président, le pays est toujours divisé entre pro-Gbagbo et pro-Ouattara, division qui se cristallise autour du souvenir des violences qui avaient suivi la présidentielle. Bilan, près de 3000 morts, dont des centaines enterrés dans des fosses communes. Le pouvoir ivoirien a décidé de les exhumer, de leur offrir une sépulture décente, opération qui doit durer 1 an et qui réveille les vieilles blessures. Suivez. Dans ce plastique noir, les restes de 4 victimes de la crise post-électorale assassinées puis brûlées dans l'enceinte même de cette mosquée de Yopougon. Pour les familles endeuillées, c'est encore une épreuve. L'opération d'exhumation des corps des victimes de la crise post-électorale devrait s'étendre à l'ensemble du pays. Elle durera 1 an. Aucun corps, aucune fosse commune ne doit rester dans les rues. Les personnes décédées ont droit à une inhumation digne. Des fosses communes comme celle-ci, il y en a une 60aine dans la ville d'Abidjan. Pour l'État initiateur de cette opération, l'exhumation des corps des victimes de la crise post-électorale devrait aider la justice ivoirienne à mieux progresser dans ses investigations contre l'impunité. Celle-ci vise également à identifier les restes humains recherchés en vue de leur remise aux familles. Elle tend enfin à donner à la justice les moyens d'organiser des procès sérieux, transparents et équitables, afin que l'impunité cesse d'être une règle dans ce pays. Une justice équitable, c'est ce qu'espèrent les familles de centaines de personnes tuées à Douékoué en pleine crise post-électorale. Tout comme ces femmes et filles de détenus pro-Gbagbo qui souhaitent de meilleures conditions d'incarcération pour leurs proches. Les détenus ont subi des traitements inhumains et dégradants, qu'on les transfère nuitamment ou tôt le matin à des destinations inconnues dans d'autres prisons, à l'insu des juges d'instruction, à l'insu des avocats, à l'insu des parents. 2 ans après la chute de Laurent Gbagbo, le pari d'une justice équitable et de la réconciliation est loin d'être gagné. Et puis la réconciliation en Côte d'Ivoire, priorité affichée d'Alassane Ouattara, de passage à Paris, où il a été reçu par son homologue français, le président ivoirien, l'a encore une fois rappelé. On va l'écouter. La réconciliation prend du temps. Nous avons 2 ans de présence à la tête de l'État. Nous avons l'obligation, je ne dirais pas la volonté, de réconcilier
Ivoiriens, de les rassembler. Et c'est pour cela qu'on est chef de l'État. Quand on est chef de l'État, il n'y a pas des Ivoiriens qui vous sont plus acceptables que d'autres. Donc nous continuons notre travail. Nous considérons que ces choses-là se développent bien au niveau des populations. Nous encourageons les partis politiques à s'insérer dans cette évolution de réconciliation. Ailleurs dans le monde, après le drame de Newton, la Maison-Blanche avait promis des changements radicaux dans le dossier des armes, mais le sujet est décidément trop sensible aux États-Unis. Alors finalement, c'est un accord au rabais qui a été trouvé au Congrès. Les antécédents seront systématiquement vérifiés avant les achats d'armes dans les foires et sur Internet. Petite concession qui sauve en partie le projet Obama. Reportage. 40% des ventes d'armes ont lieu dans les foires spécialisées et sur Internet. Les républicains et démocrates se sont mis d'accord pour voter sur une loi qui permettrait de mieux vérifier qui essaye de se procurer des armes. Si étendre les vérifications d'antécédents de potentiels acheteurs pour inclure les achats d'armes dans les foires et sur Internet peut empêcher les criminels et les malades mentaux de se procurer des armes sans que cela n'enfreigne le droit constitutionnel, alors je crois que nous devons le faire. Un compromis qui ne va pas aussi loin que ce que demande la Maison-Blanche, comme l'interdiction des armes d'assaut et la suppression des chargeurs à grande capacité. Les ventes privées entre amis continueront d'échapper à tout contrôle. Le président Barack Obama aurait préféré un texte plus fort, mais il a salué l'accord des sénateurs, son épouse les encourageant hier à passer à l'action. Nous ne pouvons pas stopper toute la violence dans le monde, mais s'il y a ne serait-ce qu'une chose que nous pouvons faire pour sauver la vie d'un autre enfant ou empêcher le deuil d'un parent, comme celui qui touche tant de familles aujourd'hui, alors nous avons l'obligation de le faire. Depuis le début de la semaine, des proches des victimes de tueries, comme celle de Newtown en décembre, arpentent les couloirs du Capitole pour tenter d'infléchir les politiciens. Je serai heureuse si certaines mesures passent, mais je n'arrêterai pas de me battre. Je continuerai mon combat, que ce soit pour interdire les armes automatiques, les vérifications d'antécédents, la taille des chargeurs. Car la plupart des fusillades ont été perpétrées justement avec ce type d'armes. Ainsi s'achève cette édition d'information que vous pouvez également retrouver sur notre site web www.groupe-evasionguinée.info. Sachez que votre fidélité nous honore. Excellente soirée en compagnie des programmes d'Évasion Guinée. Bonsoir, où que vous soyez.